Bonsoir à toutes et à tous. C'est vrai qu'on milite avant, pendant et après les élections, mais c'est quand même une petite fierté d'avoir mené cette campagne. On tient à remercier l'ensemble, enfin vous, quoi, d'être venus ce soir, mais aussi l'ensemble des militantes, des militants qui ont donné du temps, sous la pluie, dans la neige, jusqu'au sapé en Chartreuse, pour coller des affiches. Et voilà, Raphaël, tu l'avais dit un peu pendant les vacances, bon, elles ont été écourtées pour certaines et pour certains. Et c'est sûr que bon, si on avait compté sur les débats officiels, parce que c'est la grande démocratie, on aurait eu plein de temps libre. Nous, on a quand même écouté ces débats auxquels ils ont peut-être oublié de nous inviter, mais on s'est quand même rendu visible grâce à nos collages d'affiches, nos distributions de tracts, que ce soit en ville ou sur un certain nombre de lieux de travail. Et là, on a entendu, bon, plein de promesses. C'était la période de Noël, mais ils y sont allés à fond. Et donc on a toute une série de candidats qui étaient... Alors là, d'habitude on nous dit « Oh, la gauche elle est divisée », vous dites... franchement, c'était pas mal de voir que tu avais à la fois un candidat ancien de LR, soutenu par le RN, plusieurs nuances de macronisme, mais en fait plusieurs nuances de politique pro-patronale et réactionnaire. Nous, on vous fait une promesse, c'est qu'on va pas vous en faire. C'est-à-dire que on veut bien mettre des étoiles dans les yeux en vous racontant toute une série de choses, comme on le fait ce soir. Et les seules étoiles qu'on peut vous mettre dans les yeux, et la seule promesse, c'est celle de continuer à militer d'arrache-pied, à tenter de soutenir les mobilisations qui existent, et à brosser dans le sens du poil aucune illusion, et notamment illusion électorale. La promesse qu'on veut vous faire ce soir, c'est celle de notre solidarité de classe, de travailleurs, de travailleuses, de militants jeunes, et la promesse de partager cet espoir que oui, un jour, on pourrait, nous, changer le monde. Parce que ça, c'est pas... ce sera plus compliqué que juste un bulletin dans l'urne, mais c'est la promesse qu'on comptait vous faire ce soir. Encore une fois, ce ne sera pas possible de le faire sans la majorité de la population. Et pourquoi ? Et on espère réussir un petit peu à incarner ça avec Raphaël, c'est que c'est les travailleurs, les travailleuses, les jeunes qui faisons tout tourner dans cette société. Donc la crise institutionnelle, elle aura échappé à personne, et je le dis dès maintenant, dans le début de cette intervention, Gaël l'a un petit peu développé, mais on pense que justement, dans cette crise institutionnelle, on pourrait nous aussi avancer sur notre propre calendrier. Alors, vous avez vu nos belles affiches, hein, c'est contre les politiques patronales, contre les différents valets qu'ils ont, le gouvernement. Et si on fait ce lien entre cette classe sociale, la bourgeoisie, le patronat, la classe dominante et le gouvernement, c'est parce que les institutions, elles sont faites justement pour représenter leurs intérêts. Donc là, ça fait plusieurs mois qu'ils essaient de voir comment ils passent le plus en force. Bon, ils perdent pas de temps, hein. Vous avez vu ce que racontait Denis sur les Vancorex. On pourrait parler des Arkema qui sont 5 km plus loin, les Valéo un petit peu plus loin dans le Nord-Isère. Donc ils avancent, mais la question qui se pose, c'est comment réussir à avancer plus vite et avec le soutien de quelle portion de la classe dominante. L'objectif qu'ils ont, c'est de passer cette loi de finances. C'est ce qui a coûté son poste au vieux monsieur qu'on appelle Michel Barnier. Et c'est comment arriver à faire entre 50 et 60 milliards d'économies sur les services publics et l'argent public. Et ça, en fait, combiné au plan de licenciement qu'il y a un peu partout, ça va faire très très mal. C'est-à-dire que 50 milliards, c'est tu coupes dans les subventions des associations comme le travail qui est le mien, mais aussi tu supprimes toute une série de postes. C'est 4000 suppressions de postes dans l'éducation nationale qui sont déjà annoncées, et ça a été rappelé également par Gaël, mais dans le secteur qui est le mien, le travail social, médico-social, les prévisions des employeurs, ce serait autour de 186 000 suppressions de postes. Bon,
Face à ça, on voit, il y a également la question de l'inflation, qui est en fait un racket organisé, c'est-à-dire que d'un côté, ton patron, et en fait, c'est cette classe sociale, il te donne ton salaire, et de l'autre, il le récupère sur le prix de la nourriture, le prix de l'énergie, le prix des loyers. Et face à ça, nous, ce qu'on raconte, c'est que il faudrait indexer les salaires sur les prix et qu'il ne faudrait pas un revenu en dessous de 2 000 euros. Le gouvernement, après avoir cassé le droit au chômage, je ne sais pas si vous avez suivi, c'était un petit peu difficile parce qu'il y en a eu plusieurs des réformes, mais en fait où tu touches beaucoup moins d'allocations et pendant moins longtemps, ce qu'il est en train de mettre en place, et c'est particulièrement dégueulasse et révoltant, c'est la réforme du RSA. Donc c'est très simple, le RSA c'est autour de 500 balles que tu as dans ta poche à la fin du mois, et en contrepartie, parce qu'il ne faudrait pas être trop feignant, et il va falloir travailler. En fait, ça s'assimilerait presque à du travail gratuit. Et en fait, ils osent tout dans la manière de mettre en place leur politique et de la justifier. Donc, ils expliquent que ça, ce serait pour remettre de la dignité pour les allocataires du RSA. Bon, en fait, c'est qui les assistés dans cette société? Pour nous, c'est les grands patrons, c'est les actionnaires et c'est tous ceux qui vivent en partie sous perfusion à la fois de l'argent public et en fait par l'exploitation des travailleurs et des travailleuses. Donc ça a été un petit peu dit également, Bayrou, bon, on pourrait avoir ce débat, mais on a un nouveau gouvernement. Gaël, je crois que tu parlais de balle des vampires, c'est vrai que l'expression elle est pas mal, mais en fait la seule réflexion que Macron il a, c'est comment j'arrive pour faire passer ma politique, à ne pas me faire censurer et donc à donner le plus de gages possible à l'extrême droite. C'est ça le problème de la classe dominante en ce moment, et on a même l'impression qu'ils sont assez inventifs. Ils ont tenté la dissolution, Macron a dit « Oh, peut-être que c'était pas la bonne solution ». Il y a des rumeurs, des discussions autour d'un potentiel référendum, une possibilité d'une nouvelle dissolution dans quelques mois. Donc c'est vrai qu'ils nous ont fait un casting assez incroyable. Astrid en a un petit peu parlé. Elisabeth Borne, elle, c'est dans sa vie son œuvre a été de passer en force la réforme des retraites, 49.3, 49.3, 49.3, et donc aujourd'hui elle s'occuperait de l'éducation nationale, des lycéens, des étudiants et des profs, et elle a très bien commencé son nouveau poste en tournant le dos donc à ses professeurs à Mayotte, et aussi en étant morte de rire quand devant elle se passait le décompte du nombre de morts à Mayotte. Alors on a aussi le retour de Manuel Valls. Alors bon, les blagues continuent de plus belle sur ce sinistre individu. C'était lui qui avait été Premier ministre de François Hollande. Il s'était fait doubler. Alors est-ce que c'était sur sa droite? Est-ce que c'était sur son centre par Emmanuel Macron? Il avait un peu disparu. Il avait essayé de se refaire une carrière de l'autre côté des Pyrénées. Bon, finalement, il revient. Rassurez-vous, il est ministre des colonies, et il avait... Alors là, on a cherché avec les camarades des citations de Manuel Valls. Franchement, si on veut pas y passer toute la nuit, mais dites-le si vous en voulez d'autres, il y en a des pas mal. Mais en 2016, lui, il avait dit « Marianne, le symbole de la République, elle a le sein nu parce qu'elle nourrit le peuple. Elle n'est pas voilée parce qu'elle est libre. » Donc voilà, on avait vraiment un apôtre du féminisme et de l'antiracisme, ce bon Manuel Valls. Mais ça s'arrête pas là. On a Gérald Darmanin. Alors Gérald Darmanin, lui, pareil, il y aurait des copies doubles à rendre à nos professeurs préférés sur ses meilleures citations. Donc il a eu une petite promotion, il était à l'intérieur. Il expliquait quand même que, comme l'ancien gars, il venait un petit peu peut-être du PS, de la droite du PS, c'était pas bon. Et donc c'est lui qui a récupéré la justice. Il avait brillé en s'adressant à Marine Le Pen
en lui disant vous êtes trop molle, Madame Le Pen, pour expliquer qu'il était encore plus réac et encore plus raciste qu'elle. Et vous savez qu'il y a eu 2-3 affaires de violences sexistes et sexuelles à son encontre. Et la manière dont il en parle, c'est tout simplement qu'il a eu une vie de jeune homme. Voilà pour Gérald Darmanin. Mais le casting, il s'arrête pas là. J'en fais que 2 autres. Après, promis, je passe à la suite. On a Retailleau. Alors Retailleau, il est au ministère de l'Intérieur lui, la grande hésitation qu'il avait et qui apparemment il a encore, c'est est-ce que je fais d'abord une loi asile-immigration ou est-ce que je fais une loi narcotrafic ? Alors une loi asile-immigration, on voit à peu près ce que ça veut dire, c'est-à-dire une loi en fait pour traquer les immigrés, pour les stigmatiser et leur enlever des droits. Parce qu'en fait, qu'est-ce que c'est quelqu'un qui n'a pas de papier ? C'est seulement quelqu'un qui n'a pas accès aux mêmes droits que les autres pour simplement vivre. Donc il hésite entre ça, voilà, ou une loi narcotrafic. Alors narcotrafic, c'est un petit peu plus à la mode, mais un peu plus récent, à part sur Netflix. Mais en fait, ce qu'il voudrait faire, c'est mettre en place des lois d'exception qui permettent toute une série d'enquêtes particulières dans les quartiers populaires. Et ça aussi, c'est une manière de stigmatiser, de montrer du doigt celles et ceux qui vivent dans les quartiers populaires et ouvriers. Moi, tous les jours, je suis au quartier, c'est-à-dire que c'est mon boulot, je suis éducateur de rue, et en fait, les problèmes des quartiers, c'est pas seulement le trafic. Bien sûr que le trafic, c'est un problème, mais qui, en fait, le subit au quotidien ? C'est d'abord les habitantes et les habitants à qui ça pourrit la vie. Mais le problème des quartiers, en fait, c'est la question des services publics, la question de l'école, la question des salaires, évidemment. Voilà, et je finirai par un dernier pour ce casting qui va parler particulièrement à mon camarade et ami Pierre qui est conducteur de car. C'est le ministre des Transports, donc monsieur Tabarot, qui alors lui, il fait genre, fausse modestie. J'étais pas au courant que j'allais être nommé ministre des Transports, mais en fait, quand tu regardes un peu le CV et le pédigré, le garçon, entre autres, il vient d'une famille de dirigeants de l'OAS. On parlait de Jean-Marie Le Pen qui avait torturé en Algérie. Bon, on voit bien que tout ça, ça grenouille bien ensemble. Donc voilà, ça c'est le gouvernement qu'on va devoir affronter. C'est pas si mal que ça d'une certaine manière parce que on les connaît bien quoi. Il y en a toute une série qu'on a déjà dû affronter dans des mobilisations depuis 10 à 15 ans. Et là, il y a plein de prétendants au trône pour aller à l'Assemblée nationale. Alors pareil, moi j'ai mes préférés. Mon premier, c'est monsieur Lacroix. Lui, c'est le gros raciste décomplexé. Alors bon, il a quand même peut-être des petits problèmes d'identité parce qu'il a commencé aux Républicains. Après, il y avait de la lumière et plein de choses à manger chez Reconquête, donc il y est allé. Puis il a vu que le score était pas ouf quand même en 2022. Donc finalement, il est retourné à LR pour aller avec Ciotti. Hop, il repart pour être soutenu par le Rassemblement national. Donc monsieur Lacroix et ses problèmes d'identité, de comment j'arrive à être le plus gros raciste possible. Et lui, dans la vie, il est libertarien, fan de Milei, le président argentin. Et voilà, c'est déjà un CV sympa. On a également dans notre super circonscription Madame Béranger. Alors elle explique partout, je ne sais pas si vous avez vu, elle explique partout que tout le monde la connaît. Donc moi j'ai découvert à ce moment-là, mais que tout le monde la connaît parce que son principal argument pour voter pour elle, donc elle est des Républicains, c'est qu'elle est dans le cumul des mandats. Donc elle est élue au conseil municipal depuis super longtemps, elle est élue à la région l'a même nommée directrice d'Alpexpo, les salles d'événementiel à Grenoble, et elle fait même partie, quand elle a le temps, d'un petit groupe de travail au conseil départemental. Voilà, donc on a l'impression que elle a beaucoup de temps libre, cette dame, et qu'elle voudrait passer, comme elle dit, à l'échelon au-dessus pour mettre en place cette politique patronale qui la caractérise. On a également, et pareil, nous on était plutôt contents, et on le prend un peu comme une revanche
de pouvoir être face à lui, Monsieur Gerbi. Alors lui, il essaie de faire un petit peu plus sobre. Il se présente comme un notable local. Voilà, il est avocat, il connaît plein de victimes à qui il demande plein d'argent. Donc il explique que ce serait le candidat sans parti, mais en fait il est soutenu par Édouard Philippe et son parti Horizon. Juste, il n'était pas d'accord pour, et c'est celle d'après, que ce soit Gaillard-Minier qui prenne sa place. Et si je dis qu'on est content d'être face à lui, ce monsieur Gerbi, c'est que lui aussi avait des précédentes fonctions. Il a été le président du CRIF Dauphiné Grenoble, et au début du génocide contre le peuple palestinien, il avait réussi à faire interdire 2 de nos réunions publiques qui s'appelaient État d'Israël assassin, impérialiste complice. Voilà, donc on est content aussi de pouvoir être la tête haute face à ces soutiens du génocide en Palestine, et face à ceux qui, en fait, parce qu'ils occupent une certaine place sociale dans la société, tentaient de criminaliser notre organisation. Et tenter de criminaliser de la pire des manières. C'est-à-dire que, bon, pour nous, on n'a pas besoin de faire de longs discours sur nos convictions antiracistes. Raphaël l'a très bien développé, mais expliquer que des militantes et des militants comme nous, qui sommes dans tous les combats, du côté des sans-papiers, qui combattons l'ensemble des racismes, que ce soit l'islamophobie, que ce soit l'antisémitisme, que nous, on pourrait être le vecteur de ce poison et de cette division. Franchement, on l'a très mal pris, surtout qu'on pense que, en fait, les gens comme Gerbi, ils ont une responsabilité dans la montée de l'antisémitisme. En expliquant, en essentialisant les juifs et les juives, en expliquant que et il suffirait de pratiquer cette religion, d'être de cette culture pour soutenir la politique génocidaire de Netanyahou et de l'État d'Israël, et on pense qu'ils ont une responsabilité très importante dans la montée également de l'antisémitisme. Et la dernière, je ne vais pas faire très long, Madame Gaillard-Minier. Bon, personne ne la connaît non plus. Alors, elle était la suppléante de Véran. Elle avait réussi à faire quelques mois ou quelques années à l'Assemblée nationale quand il est passé au gouvernement. Et elle, on a l'impression que, bon, ce qui la caractérise plutôt, c'est de tout faire pour pas mettre trop en avant qu'elle est soutenue par Emmanuel Macron. Parce qu'en fait, peut-être que c'est pas tant porteur d'une future élection. Donc ça, c'est pour la droite, l'extrême droite, les différentes nuances de patronat et de racisme. Mais il y a aussi une autre candidature. Bon, Gaël en a un petit peu parlé, celle de Lies Loufoque, du nouveau Front Populaire. Et en fait, ce qu'on dit par rapport à cette candidature, mais en fait par rapport à ce courant politique en général avec lequel on a des désaccords fondamentaux sur la question stratégique, c'est que justement, ils font des fausses promesses. Ils expliquent qu'il suffirait d'être élu, d'être bien élu, avec les bonnes idées qui seraient les leurs, pour arriver à changer les choses. Et force est de constater que, vu le cirque à l'Assemblée nationale, c'est une douce illusion. Ce courant politique, qui est en fait la France insoumise, et plus largement, ce qu'il raconte, c'est que la révolution, elle pourrait se faire par les urnes, qu'il suffirait de déléguer notre pouvoir une fois toutes les bons. C'est vrai qu'il y a souvent des élections, mais qu'il suffirait de déléguer notre pouvoir de cette manière-là pour changer les choses. Quand tu discutes avec ces militants qui sont sincères, on n'en doute pas, et en fait, ils te disent déjà que l'étape d'après cette élection législative, c'est les municipales en 2026, et ce serait la présidentielle en 2027, où là, vraiment, attention, on va tout arracher, comme si on avait le temps et qu'il n'y avait pas urgence à faire un peu différemment. Et en fait, ce courant politique-là, autour du NFP, avec ses composantes, avec ses différentes composantes, il a aussi un bilan. Et ce bilan-là, on le voit à Grenoble. La mairie de Grenoble, Éric Piolle, c'est le nouveau Front Populaire sans les socialistes. Bon, est-ce qu'il fait bon vivre à Grenoble? C'est un grand débat avec nos camarades lyonnais. Mais en tout cas, sa politique, elle a aussi attaqué
les services publics. Elle a aussi fermé des bibliothèques dans les quartiers populaires. Elle a aussi fermé des MJC dans toute une série d'endroits, et en général les endroits qui sont des concentrations de travailleurs et de précaires. Donc voilà, c'est une partie du bilan qu'on pourrait tirer du NFP et de l'AFI. Et il y a également les autres éléments qui ont été avancés sur la stratégie qui est celle du NFP. Quand tu vois Tondelier, parce que elle est très nulle en écologie, même si elle elle n'a pas les bonnes solutions. Mais en fait, les moments où on l'a plus vu dernièrement, c'était quand 10 solutions, je lève la main, Macron, je peux pas venir dans ton bureau? Oh, elle sort, on a eu des exigences. Macron, il nomme Bayrou. Bah, qu'est-ce qu'elle fait après? Monsieur Bayrou, tu peux pas me recevoir dans ton bureau? Et elle y va. Elle ressort. C'est toujours pas bon. Et là, elle est même allée jusque rencontrer cette semaine le ministre de l'économie pour voir si on pouvait pas un peu écouter ses exigences. Donc voilà, la différence fondamentale entre ce que nous on essaie d'exprimer dans notre candidature et ce qu'exprime celle de l'IS Loufoque, c'est cette question-là. C'est la question de tout ce qu'on pourra obtenir, ça se fera par les mobilisations, et ça se fera pas seulement ou peut-être même pas du tout en étant reçu par nos ennemis de classe.